1945 inaugure le nouvel ordre géopolitique mondial. Trois puissances viennent de vaincre l'Allemagne, l'URSS, les États-Unis et l'Angleterre. À elles de se partager donc le nouveau gain que génère la victoire de cette guerre. Malheureusement, pour l'une des puissances, la joie ne va pas durer. Parce qu'en 1946, Churchill va inaugurer le début de la guerre froide en prononçant un discours historique à Folkestone où il désigne l'URSS comme le nouvel ennemi du bloc occidental. Alors l'URSS communiste se retrouve mise de côté et pour consolider sa puissance, le bloc occidental, avec l'aide des États-Unis, va créer l'OTAN en 1955. Pour contrecarrer l'OTAN, l'URSS va mettre sur pied le pacte de Varsovie en 1955. Alors, le monde étant redessiné ainsi, d'un côté les communistes, de l'autre côté le Front libéral, porté par l'Occident et les États-Unis. Le 1er juin 2025, le président de la République du Niger, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, se prononçait sur la situation sécuritaire au Niger et puis le contexte géopolitique et géostratégique dans la sous-région de l'AES. Dans une interview de 3 heures, 22 minutes, 45 secondes, le général a fait une brève historique de la montée du terrorisme dans le monde et en Afrique en particulier. Rappelons les dates importantes qui ont inauguré le terrorisme transnational dans le monde et en Afrique. Parmi les dates majeures, il cite 1979, la prise d'otage à la Mecque, en Arabie Saoudite, revendiquée par les fondamentalistes islamistes. Il redescend plus tard en 1980 avec la montée du terrorisme en Afghanistan, puis en Irak, en Algérie, en Syrie, pour enfin terminer sa course au Sahel. Mesdames, Messieurs, il est important pour nous de vous refaire le tableau de la montée et de l'évolution du terrorisme dans le monde. Mesdames, Messieurs, voici ainsi planté le décor du tableau de l'évolution géopolitique mondiale de Yalta jusqu'à nos jours. La tectonique géopolitique de ce soir portera donc sur l'interview du général Tiani qui remet à jour cette reconfiguration géopolitique, mais cette fois-ci du côté du Sahel. Alors, il sera question pour notre invité que nous allons recevoir ici de nous décortiquer l'actualité autour du Sahel. Il est déjà prêt. Bonsoir, Monsieur le Président Banakani. Bonsoir, Madame. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus dans ce cadre de cette édition de Tectonique géopolitique pour parler de l'actualité et des mouvements géopolitiques dans le monde. Je vous disais bonsoir. Mais vous êtes tellement volubile que vous avez introduit. Bon, bonsoir, mais c'était pour la bonne cause. Hein. Planter le décor de cette grande émission. Tout à l'heure, dans votre introduction, j'ai reconnu les mots, les propos du général Tiani, puisqu'il est au cœur de notre émission. Bien sûr, Monsieur le Président. De ce jour. Bon, je vous salue, je salue votre co-intervieweur, je salue les internautes, je salue nos abonnés. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, apportent leur touche, aussi petite soit-elle, pour que nos plateformes prospèrent et continuent à croître et à s'imposer dans le paysage numérique. Bon, je suis content d'être à mon poste. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous saluons aussi très chaleureusement nos très chers internautes. Je ne serai pas seule. Comme d'habitude, je suis accompagnée de M. Mpek, à qui j'adresse mes salutations. Bonsoir, Madame Yepmou. Nous avons beaucoup apprécié votre introduction remarquable. Et bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, mon cher le roi. Nous allons directement entrer de plein fouet dans le vif du sujet. Monsieur le Président, voilà ainsi présenté le tableau de l'évolution géopolitique mondiale de Yalta jusqu'à nos jours. Le général Tiani a rompu avec une vieille tradition, celle du diplomatiquement correct, qui se traduisait par une forme de langue de bois à travers ses récentes interviews.
Dans un premier temps, Monsieur le Président, intéressons-nous, sans entrer dans le fond du sujet, intéressons-nous à la forme. Monsieur le Président, cette forme d'interview relève beaucoup d'arcanes que beaucoup de l'opinion africaine n'arrivent pas à comprendre. Monsieur le Président, quels sont les non-dits dans la forme de cette interview? Vous avez raison de marquer cette forme, cette rupture dans la forme qui se manifeste dans le style du président Tchani et la manière de présenter sa vision, de présenter les faits. Je voudrais vous rappeler que c'est une suite logique du travail qui a été fait depuis 15 ans, où le discours panafricaniste a été un discours et demeure d'ailleurs un discours de rupture radicale, au sens noble de la radicalité. Et ce discours-là lui-même signifiait une volonté ferme et déterminée d'en finir avec le diplomatiquement correct. Ce d'autant plus que la diplomatie mondiale organisée par l'Occident, elle-même, avait décidé de mettre la diplomatie formelle au service d'une diplomatie informelle basée sur un ensemble d'actions qui battaient en brèche les normes diplomatiques, que ce soit dans les règles, même dans l'attitude de comportement. C'est ça l'enjeu que le président Tchani pose sur la table, l'enjeu du terrorisme et des terroristes. C'est-à-dire que les États occidentaux ont décidé de détruire le droit international et par là liquider les conventions diplomatiques en faisant la promotion de tout ce qui détruisait les États, en dissolvant le droit international par l'effet de puissance. L'effet de puissance. Tout ça a été inauguré de manière fondamentale par les événements de septembre 2001, où aujourd'hui c'est connu, les Américains organisent chez eux des attentats, tuent leur propre population et lancent, n'est-ce pas, un nouveau cycle de la géopolitique internationale que le général Tchani d'ailleurs va réconcilier avec les événements de 1979, vous avez convoqué ça. C'est-à-dire le fameux, la prise d'otage qui s'est passée à la Mecque. À la Mecque. En Arabie Saoudite. C'est important, en Arabie Saoudite. Donc, et de là, il va dessiner un arc géopolitique. Et c'est intéressant, qui lui permet de situer les problèmes du Sahel. C'est important. Tout à l'heure, on va approfondir ça parce que on est là au cœur de la nouveauté géopolitique mondiale. On est au cœur de la nouvelle ère de la géopolitique mondiale que les analyses classiques et les postures classiques ne peuvent pas prendre en compte. C'est pas que la vieille géopolitique que vous avez si bien compris tout à l'heure en parlant de Yalta, et même avant, ne peut pas prendre, est en incapacité de prendre ça en compte. Pourtant, elle est désormais incontournable, cette nouvelle réalité de la géopolitique mondiale. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Donc, sur la forme, vous avez raison. Le discours du général Tchani, c'est la suite du discours de Choguel Maïga à l'ONU, le discours d'Abdoulaye Diop à l'ONU, le discours du ministre des Affaires étrangères de Burkina, j'ai oublié le nom encore, ça va me revenir, à l'ONU, le fameux discours du ministre de... celui qui avait remplacé, qui assurait l'intérim quand Choguel Maïga était malade là, M. Maïga, je crois que c'est Abdoulaye Maïga, aujourd'hui Premier ministre du Mali. Vous vous l'appelez, son discours à l'ONU, on n'avait jamais entendu ça, ça faisait longtemps. On avait entendu ça. Certes, on avait les épisodes du colonel Kadhafi et d'autres chefs d'État qui, à l'époque, Kadhafi était allé jusqu'à déchirer la charte de l'ONU en pleine Assemblée générale. Mais Kadhafi, quoi qu'on dise, on ne le considérait pas comme un dirigeant noir. Bon, c'était pas un noir, en tout cas. Mais pour la première fois, on a vu
les dirigeants, un dirigeant de l'Afrique subsaharienne, des anciennes colonies françaises, tenir un pareil discours à l'ONU avec des mots crus. Donc, cette Assemblée générale en soi, cadre dans lequel ce discours a été prononcé, elle-même était l'Assemblée générale qui avait, je crois que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, je pense que sur les ça fait 2 ou 3 ans. Ouais. 2023. Ouais, donc, c'était une Assemblée générale qui avait consacré justement cette rupture diplomatique. Une espèce de mort de la diplomatie classique, du diplomatiquement correct, qui était imposé par un rapport de force à l'avantage de l'Occident, totalement à l'avantage de l'Occident, et qui obligeait les dirigeants africains de pleurer en douce dans la chambre, sous le poids des coups que l'Afrique recevait. De subir la géopolitique. Oui, de subir la géopolitique. C'est le poids des coups que la géopolitique mondiale leur infligeait. Il fallait que devant le monde, n'est-ce pas, ils prennent ils jouent à la diplomatie classique, éviter des mots qui choquent, ne pas énerver. Le bourreau, au contraire, montrer que non, entre le bourreau et la victime, les relations sont excellentes. Donc, cette assemblée générale-là, où le général Abdoulaye Maïga, dans son discours, a consacré la fin de cette ère-là avec des mots appropriés, marqué aussi, au regard de l'ambiance qui a prévalu lors de cette assemblée générale-là, marqué la fin justement de cette ère de diplomatie que j'appelle diplomatie de l'hypocrisie. L'hypocrisie et du mensonge. Merci, Monsieur le Président. On va passer ici à la deuxième question. Quel est l'objectif visé, d'après vous, par cette interview du général Tiani? Mais marquer le temps, informer les populations du Niger, informer l'Afrique, mobiliser les Africains. Cette opinion afro-mondiale que nous avons construite patiemment depuis 15 ans, qui est devenue force aujourd'hui, qui est une puissance aujourd'hui dans les relations internationales. Puissance immatérielle, mais puissance réelle aujourd'hui. On l'a encore vu dans l'affaire opposant ce voyou du général Langlais et le Burkina Faso, le président Traoré. Donc, le général Tiani est conscient de la force, de la puissance diplomatique, géopolitique et même géostratégique qui a émergé à la faveur du retour du panafricanisme. Il est très conscient de ça. Il le sait. Donc, il est sur cette matrice. Il n'est pas sur la vieille matrice de la géopolitique mondiale. Il n'est pas. De manière délibérée, il est assis, il prend appui sur cette nouvelle matrice, dont il est un des acteurs majeurs d'ailleurs, pour imposer une lecture africaine, un discours africain, un récit africain par l'africanisme sur des réalités, n'est-ce pas, à qui, n'est-ce pas, il était interdit pour les Africains de donner leur avis, de donner un discours qui soit autre chose que reprendre à leur compte les récits occidentaux. Donc, ça dit que c'est... Le général Tiani veut marquer le pas, mais il veut aussi faire un travail de pédagogie, parce que 40 ans de carrière militaire et sa position de président lui donne la capacité d'être un excellent pédagogue, d'être un enseignant. Cette Afrique nouvelle qui est en train qui a émergé, et dont il est, une fois de plus, une des figures majeures. Donc on a vu le pédagogue de la géopolitique mondiale, cette nouvelle géopolitique, on a vu l'homme d'État, on a vu le combattant, le militant le militant anti-impérialiste, le militant anti-néocolonialiste, anticolonialiste, on l'a vu, mais ce n'est pas seulement le militant, on a vu l'homme d'État, on a vu le penseur, le stratège. Il a cumulé tout ça dans une posture et une tenue, n'est-ce pas, qui parle à tous les Africains, mais qui parle beaucoup au monde entier. Puisque pour la première fois, pas la première fois, de manière encore plus, de manière claire, et c'est rare chez le président, il a désigné clairement quels sont les ennemis de l'Afrique, quels sont les bourreaux, quels sont ceux qui sont derrière les terroristes.
Monsieur le Président, le général Abdourahmane Tchani, dans son interview, dans son déroulé de l'histoire géopolitique, a pris pour commencement la prise d'otage de 1979 en Arabie Saoudite à la Mecque. Monsieur le Président, cette date est étroitement ou étrangement corrélée avec la chute du mur de Berlin en 1989 et l'avènement du terrorisme comme menace transnationale pour les États de manière existentielle. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux faits? Bien sûr, puisque le fait est clair, parce que d'abord, le général Tchani fait le lien. Il fait le lien parce que dans son esprit, d'abord, il faut savoir que il parle à des populations. Il est comme le président d'un pays qui est, dans une certaine mesure, musulman. Parlons comme ça. C'est une donnée importante qu'il faut voir, parce que quand on parle aux gens, il faut parler à toute leur mentalité, il faut parler à leur culture, il faut parler à leurs croyances. Il parle à ça. Donc, c'est pas pour rien qu'il prend la référence de la Mecque pour cet événement-là. Il prend cet événement-là, d'abord pour cette raison-là. Deuxièmement, il est dans une cohérence. Il rappelle que l'Arabie Saoudite avait refusé la main tendue de la France. Pour son fameux GIGN là. Parce qu'il a précisé. Parce que il a laissé entendre. Il a parlé de pompiers pyromanes. Pompiers pyromanes, de bourreaux. Alors, les choses sont claires. Donc, il faut bien comprendre, c'est que directement, il pose la problématique des pompiers pyromanes. Il pose le problème des tuteurs des terroristes, ceux qui assurent le parrainage des terroristes. Je ne veux pas dire des terrorismes, hein. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Parce que les concepts ont un sens. Donc, ceux qui assurent le parrainage les encadrent. Et en ont fait une armée asymétrique pour déstabiliser l'Afrique et recoloniser le continent. Alors, il a dessiné, c'est important, il a dessiné cet axe-là. Il est passé par la Syrie, il est passé par l'Afghanistan, après il est revenu en Libye, en passant par l'Algérie, il est revenu dans le Sahel. Pour montrer que c'est une politique globale. Et il a bien insisté que, on ne comprend pas cet événement-là si on isole les phénomènes. Il dit que c'est un phénomène global qu'il faut inscrire dans une dynamique globalisante, globalisatrice, pour comprendre ça. Donc, les faits sont reliés à un niveau mondial. Les faits sont articulés à un niveau mondial. Il y a un autre aspect qui est fondamental dans les propos du général Tchani. Le fait qu'il a rappelé que cette prise d'otage a été attribuée à des jeunes étudiants en doctorat dans le cadre de l'autre concept qu'on avait inventé, le fondamentalisme. Et vous avez suivi l'interview du début à la fin. Le général Tchani va démontrer que tout ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir. Il a démontré que ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est un cache, c'est un tableau qu'on met en avant pour masquer une réalité, à savoir que c'est organisé, les forces spéciales, les agents de ces puissances-là, les agents de la France, de toutes ces puissances-là, se cachent derrière la question du terrorisme, la question de l'islam, pour justifier, n'est-ce pas, et masquer leur profonde implication dans l'organisation du terrorisme. Il faut bien comprendre. C'est ça la démarche du général Tchani. Donc, pour me reprendre, le fondamentalisme. Donc, déjà en 1979, le mot était sorti. Le concept fétiche. Et aujourd'hui, vous entendez partout fondamentalisme. Fondamentalisme. Alors, quels sont les pays qui fournissent les fondamentalistes? On va vous dire les pays islamiques. Les pays islamiques. Le général Tchani nous invite à réfléchir et analyser ça sérieusement, de manière profonde. C'est-à-dire que, qui est derrière cette histoire de fondamentalisme? Qui est derrière? Ce n'est pas la religion islamique. Ce sont des puissances qui géopolitisent comment on va appeler ça?
un courant de l'islam? Non, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on met en avant, Pensez. on met en avant un masque de la religion pour cacher des réalités plus profondes, des réalités plus prosaïques, les réalités géopolitiques, comme il l'aime dit, géostratégiques. Nous sommes dans la géostratégie, on est dans la géopolitique. On est dans une organisation de niveau global. C'est-à-dire que où la religion sert de masque à des dynamiques de guerre contre l'Afrique. À des dynamiques visant à reproduire en Afrique des modalités qu'on a vues dans le 15e siècle. C'est-à-dire l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Il faut bien comprendre ça. C'est très important de faire ce lien-là. Alors, on peut voir le rôle des pays comme le Qatar. On peut voir que les pays comme l'Arabie Saoudite, qui peuvent fournir le matériau qui permet de mettre en avant l'écran, voilà, l'écran fondamentaliste, mais en réalité, c'est une alliance dans le cadre d'une répartition, d'une division du travail dans cette géopolitique où l'Occident tient, n'est-ce pas, le haut du pavé. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour comprendre ça, revenons au Sahel, toutes ces organisations soi-disant terroristes, qui ont toutes des affiliations à connotation islamique, ça fait rire. C'est la France qui est derrière, c'est l'Union européenne qui est derrière, c'est l'État américain, le pouvoir américain sortant. Il est clair et net. Mais on met en avant l'islam, on dit les noms sont à connotation Boko Haram, Al-Qaïda, les machins islamiques de ceci, etc. Mais en réalité, ce sont des opérations militaires, mais qui sont basées sur une tactique d'asymétrie pour déstabiliser le pays et affaiblir les armées qui sont enfermées dans des schémas classiques. Donc c'est ça, cette asymétrie géostratégique, cette asymétrie militaire et tactique, n'est-ce pas, a mis le feu dans le Sahel et dans les États africains. Et le temps nécessaire pour les États de s'adapter, les Occidentaux refusent de vous vendre les armes, mais équipent les terroristes avec des armes de nouvelle génération. Donc il faut bien comprendre, c'est une guerre. C'est une guerre de recolonisation. Le général Tani a rappelé les propos des généraux français, le Pointe. Il a été clair. Nous devons revenir. L'ancien chef d'état-major français. Tout à fait. Nous avons fait l'erreur de partir à 100 ans. On va revenir par la guerre. Il a été clair, par la guerre. Ce n'est pas le seul. Les dirigeants français l'ont dit, Sarkozy a été clair, que si nous laissons les pays africains avoir leur monnaie, la France va devenir un pays du tiers-monde. Mitterrand l'a dit. Chirac l'a dit. Thierry Breton vient de le répéter, critiquant Macron. Donc, les enjeux sont clairs. Les enjeux sont clairs. Et ces enjeux-là, il faut les relier à toute l'historicité de la mise de l'Afrique en esclavage, en colonisation et en néocolonialisme. C'est ça la perspective que le général Tchani dessine. Alors, si on aborde l'affaire comme ça, mais c'est toute la matière de la géopolitique mondiale qu'on doit mettre en cause, qui est remise en cause. Et c'est là qu'on parle d'une nouvelle ère. C'est cette fois-ci, l'Afrique parle pour elle-même, pour son propre compte. L'Afrique explique ses problèmes. L'Afrique élabore son discours. Ce n'est plus le lion qui écrit l'histoire de sa victime. L'Afrique aujourd'hui, n'est-ce pas, qui refuse, qui dénonce, qui refuse la victimisation, mais qui, lui, écrit son histoire. L'Afrique est en capacité d'analyser les événements au niveau global. C'est l'Afrique qui fait sa géostratégie. C'est l'Afrique qui fait sa géopolitique. Qui étaient des domaines pour lesquels nous étions complètement largués, et d'ailleurs où nous étions frappés d'interdiction. Il était interdit qu'on y entre. Aujourd'hui, l'Afrique fait sa géopolitique. L'Afrique pense le monde à sa manière. L'Afrique déjoue, n'est-ce pas, les scénarios, élabore ces scénarios. Donc c'est ça la nouvelle ère. Et ça chamboule la géopolitique mondiale. Ou dans lequel avant, il n'y a pas de discours africain. Les géopoliticiens classiques ont été formés de manière à ce qu'ils considèrent que bon, l'Afrique c'est un no man's land de la géopolitique, en termes de pensée de la géopolitique mondiale. L'Afrique c'est un no man's land, on n'est pas concerné. Et il s'en est suivi donc une corruption même de la structure de la géopolitique mondiale, parce que pendant très longtemps, des gens ont été formés
dans une matrice où l'Afrique n'existe pas. C'est grave. C'est le premier signe même de l'inexistence de l'Afrique. C'est-à-dire, à partir du moment où sur le plan de la géopolitique, on n'existe pas, c'est même le signe, c'est-à-dire de notre mort, que nous n'existons pas. Parce que la géopolitique, exister d'abord, c'est avoir une capacité géopolitique. Parce qu'il est question de défendre tes intérêts, de protéger tes espaces, ton espace existentiel, à partir d'une analyse, d'une capacité de projection des enjeux mondiaux, des rapports de force, mais aussi d'une capacité à les remettre en cause, à les reconfigurer à ton avantage. C'est ça, comment je vais appeler ça, les différents aspects centraux, n'est-ce pas, que le général pose d'emblée, et qui vont déterminer, n'est-ce pas, la suite de son interview, et que nous devons prendre en compte dans l'analyse de ce que nous vivons actuellement dans le Sahel, dans le continent africain, dans le rapport de l'Afrique avec le reste du monde. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Général Tiani a martelé le fait que les pays africains et les pays subsahariens en particulier sont devenus de nos jours l'épicentre de la géopolitique mondiale, à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que cela implique pour nous, les pays africains, d'être cet épicentre de la géopolitique? Et quels sont les moyens que nous pouvons disposer pour être capable de relever les défis qui s'opposent à nous? D'abord, il faut comprendre une chose. Quand on dit qu'on est l'épicentre de la géopolitique mondiale, de manière plus concrète, si l'Afrique s'émancipe, il y a des puissances qui vont chuter. La France va chuter, l'Union européenne va avoir beaucoup de problèmes. Mais c'est toute l'économie mondiale qui va vaciller. Parce que ce soit la nouvelle économie mondiale, l'économie numérique, tout ce qui est lié à ce qu'on pourrait appeler la quatrième révolution industrielle. Non, avant ça, la nouvelle technologie de l'information et de la communication, et maintenant la quatrième révolution industrielle, tout ça dépend de l'Afrique. Parce que sans les matières premières de l'Afrique, ça sont des fanfaronnades, ça ne peut pas avoir lieu. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça hier a été fait dans le cadre d'une minorisation absolue de la valeur des richesses africaines, au point où, quand on parlait de l'Afrique, on dit que ça vaut moins de 5% du commerce mondial. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Sans l'Afrique, il n'y a pas de commerce mondial. Sans nos matières premières, il n'y a pas de commerce mondial. Sans l'iniquité des termes de l'échange, il n'y a pas de commerce mondial, etc. Sans, je ne parle même pas de l'esclavage, etc. Je ne parle même pas de la colonisation. S'il fallait évaluer ça financièrement, s'il fallait évaluer ça en termes de part de l'Afrique dans l'évolution du monde, c'est indicible, c'est inévaluable. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que pour que le monde tienne, et c'était, vous allez voir, depuis l'esclavage, etc., c'est l'Afrique qui a toujours porté le monde. C'est l'Afrique qui a toujours porté l'économie du monde. C'est l'Afrique. Toutes ces révolutions industrielles n'auraient jamais eu lieu sans l'Afrique. Sans la ressource humaine de l'Afrique. Jamais eu lieu. Alors, quand les Occidentaux justifient la colonisation, ils vous disent, nous avons fait des routes, on a fait les hôpitaux, on a mené les écoles. Mais ce qu'ils ne disent jamais, c'est que ça a été fait avec la main-d'œuvre africaine gratuite, les corvées. Donc, c'est l'Afrique qui a fait les écoles, c'est l'Afrique qui a fait les routes, c'est l'Afrique qui a fait tout ce que les colons veulent vanter pour justifier le crime qu'aurait été la colonisation. Donc, il est important de savoir ça. C'est-à-dire que, et ça justifie donc toutes les violences géopolitiques qui sont dirigées vers l'Afrique. Que ce soit les pandémies qu'on nous impose, les épidémies qu'on nous impose, les maladies de masse qu'on nous impose, etc. Que ce soit la guerre qu'on nous fait à travers les médicaments, que ce soit la guerre qu'on nous fait à travers l'empoisonnement alimentaire, que ce soit la guerre par les terroristes, que ce soit la guerre monétaire, etc. Donc, la guerre culturelle, la guerre religieuse. Donc, il y a tout un ensemble de violences qui s'abattent sur l'Afrique. Et toutes ces violences, justement, ont pour finalité de consacrer l'inexistence de l'Afrique et des Africains. C'est ça le problème. Autrement dit, notre disparition. Pour que le continent soit occupé. Les gens veulent arracher notre continent. C'est-à-dire que si on a génocidé les Indiens, quand les immigrants européens arrivent aux Amériques, hein,
le voyou de Christophe Colomb dit j'ai découvert l'Amérique. Donc il n'y a personne. Non, 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 il y avait les Indiens. Les Indiens ont été quasiment exterminés. Mais ça doit parler à l'Afrique, hein? Ça nous parle. Donc, toutes les violences là que nous subissons, mais le but c'est quoi? Elles visent de manière explicite la disparition de l'Afrique. Ça c'est un. Deuxièmement, le général nous demande d'éviter le piège de la victimisation. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de faire de la dénonciation, des rappels historiques, une stratégie fondamentale. Le général dit il faut renverser la dynamique des violences. Ça passe par l'émergence des stratèges africains. Il faut des stratèges. Il faut une nouvelle génération d'hommes d'État qui n'acceptent pas de baisser le front devant les puissances. Il faut des stratèges. Il faut l'émergence d'une véritable intelligence politique et stratégique africaine, capable de prendre en charge la question de ces violences multiformes que je viens de citer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan, par exemple, de la médecine, la question de la médecine et de la santé, ben, il faut une nouvelle génération d'Africains qui vont révolutionner la médecine en Afrique de manière à contrer cette violence géopolitique. Pareil pour l'économie. Il nous faut réinvestir profondément l'économie de manière à inverser ce rapport qui nous lie à l'économie mondiale, un rapport d'inexistence économique. C'est-à-dire que c'est nous qui apportons l'essentiel, mais c'est extrêmement minoré au point où on nous regarde comme les marginaux, et qu'on n'existe pas. C'est pareil dans le secteur de l'éducation. C'est pareil dans le secteur de la culture, de la spiritualité, de la religion. C'est pareil au niveau de la politique. Donc, la guerre géopolitique, c'est une guerre systémique. C'est-à-dire que c'est en soulevant tout le continent africain, toute la population africaine, en la soulevant dans les domaines de l'intelligence, dans les domaines de la capacité et apporter des solutions à nos problèmes, que nous allons relever ce défi. La guerre, ce n'est pas seulement une guerre militaire. Ça veut dire chacun est un militaire dans son domaine. Chacun est un chef d'état-major dans son domaine. Donc, c'est dans ce sens-là que qu'il faut comprendre ce discours. Lorsque le général dit, lorsqu'il commence sa perspective géopolitique pour parler de la question des terroristes, qu'est-ce qu'il veut démontrer? La propagande impérialiste française et occidentale diabolise les armées montantes de l'AES pour démontrer que non, rien n'est fait, il n'y a rien. En pariant sur la lassitude des populations, sur l'usure du temps, qui va casser le lien qui est entre les populations et les États là, jusqu'à date. Mais le général rappelle qu'on nous a donné 2 mois. 2 mois. Donc, dans la perspective des Occidentaux, ce régime allait être balayé pour une restauration de l'ordre ancien, de la situation ancienne. Mais ça a échoué. Ces régimes sont là et évoluent. Et la Confédération est un cadre d'évolution historique qui est clair. C'est une perspective claire, centrée sur la défense commune, les questions de développement, la défense, le développement, etc. Donc, même au niveau financier, en comptant sur, il a été clair, en comptant exclusivement sur nos propres forces.
Il n'a cité aucun partenaire. Hein. Ça veut dire que les partenaires qui, à différents occidentaux, travaillent avec Partenaire du Sud global. Tout à fait, du Sud global. Merci de préciser ça. Il n'a cité aucun. Il a dit en comptant sur nos ressources propres. Donc, il veut démontrer que beaucoup a été fait. Quand on voit ce qu'on affronte, beaucoup a été fait. On affronte des puissances assises dans l'art de la guerre, disposant de moyens colossaux, des puissances qui ont d'abord déstabilisé le pays, les différents pays de l'AES. C'est-à-dire que ces gens arrivent au pouvoir dans des pays, dans des États qui quasiment tous se sont effondrés. Donc, il dit, mais on est parti d'où pour arriver là où on est arrivé. Donc, cette géopolitique de l'émergence de l'Afrique, une vraie émergence, c'est-à-dire où l'Afrique considère que elle peut plus être partie prenante de la communauté mondiale par le simple fait de pouvoir les matières premières, de pouvoir une main-d'œuvre bon marché, n'est-ce pas? De pouvoir l'immigration choisie. Donc, cette nouvelle aide de la géopolitique mondiale annonce une Afrique qui va peser dans le monde parce que désormais, si l'Afrique doit participer aux enjeux mondiaux, c'est en sortant sa population de la pauvreté, c'est en sortant d'Africains de la pauvreté, c'est en hissant les populations africaines et l'Afrique au cœur des échanges internationaux dans une phase, cette fois-ci, où nous ne sommes pas des variables d'ajustement, où nous bénéficions des atouts que la nature nous a donnés, que Dieu nous a donnés. Il faut bien comprendre cette affaire-là. Pour l'instant, jusqu'à présent, l'Afrique a existé. Hein? Elle a existé, mais on l'a bien vu. C'est comme en tant que population soumise à l'esclavage, en tant que pourvoyeuse de colonies et de néocolonies. Avec tout ce que cela comporte. Continent extrêmement riche, mais habité par des masses de populations pauvres. La révolution qui se passe à l'AES annonce ceci. Vous tombez bien. L'Afrique sera là, mais sera là avec toutes ces populations pour les faire sortir de la pauvreté et afin que l'Afrique, désormais, montre un chemin au monde. Montre un chemin au monde. C'est ça la nouvelle ère de la géopolitique. Avant, il n'y avait pas ça. Avant l'Afrique n'était pas cette terre. Quand on parlait de Sud global, Sud global, c'est un champ stratégique de partenariat qui nous permet de gérer un rapport de force. Mais il y a l'Afrique. Hein? L'Afrique est à part. Le vrai Sud là, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Il faut bien comprendre. Il y a le Sud global. Mais le Sud là, c'est l'Afrique. Parce que comme je l'ai dit, le retour de l'Afrique dans la géopolitique mondiale bouleverse tous les schémas traditionnels de la géopolitique, bouleverse tous les schémas de lecture de la géopolitique et crée un paramètre nouveau qui n'est pas à la portée de la géopolitique classique. Merci, Monsieur le Président. On va vous relancer avec notre question qui va entrer dans le même volet. Monsieur Tiani, le président Tiani, le général, je m'excuse, a pris le temps de citer certains pays collabos, comme le Bénin, le Niger, le Togo, etc., la Côte d'Ivoire également, qui étaient dans le jeu des puissances occidentales, qui étaient un peu les pions, les relais locaux des puissances occidentales pour déstabiliser l'État du Sahel. Cependant, il a dénoncé leur manœuvre, mais il s'affiche dans une posture de fraternelle, une posture fraternelle avec eux. Quelle est, selon vous, la symbolique géopolitique de cet acte? Est-ce que c'est qu'il a... Non, c'est-à-dire qu'il y a
il y a une complexité qui est générée par cette situation. La nécessité de distinguer entre les dirigeants et les peuples. Donc, la dénonciation du caractère de collabo des dirigeants de ces pays doit se faire en sauvegardant la dignité de leur peuple. Je pense que c'est la complexité que le général gère. Parce que les dirigeants de ces pays-là ont tendance à vouloir transformer les dénonciations du général comme étant une attaque à leur peuple. C'est le problème. Donc, le général, à chaque fois, doit faire œuvre de pédagogue. Et cela, c'est pas seulement vrai pour lui, c'est pour tout l'AES, c'est pour tous les panafricanistes, les vrais panafricanistes, c'est pour toute l'Afrique. Puisqu'il a dit que son combat, c'est le combat pour la survie de l'homme africain. Voilà. La lutte contre le néocolonialisme et l'impérialisme. C'est clair et net. Donc, tout ce combat étant nécessairement global, c'est pour toute l'Afrique qu'il est mené. Donc, il faut réussir à casser cette démarche, cette stratégie, le plan des dirigeants de ces pays-là, à faire croire que toute dénonciation de leur statut de collabo avec la France vise leur peuple. Je pense que c'est très important de faire cette distinction-là. C'est pour ça que c'est en cela que la puissance générée par l'émergence d'une opinion afro-mondiale joue un rôle extraordinaire. Parce que ça a précédé l'avènement de l'AES. De ce fait, il est difficile pour les dirigeants de ces pays-là de casser ça. De casser ça. Donc, il y a ça. Deuxièmement, l'Occident n'a pas pu dominer l'Afrique sans la complicité des Africains auxiliaires des Occidentaux. Toute l'histoire de la chute de l'Afrique, toute l'histoire de la domination de l'Afrique, c'est aussi l'histoire de la promotion et la création, n'est-ce pas, d'une classe d'endocolons, d'une classe de traîtres qui vivent de la traîtrise et qui finalement même ont réussi à créer ce qu'ils appellent une généalogie de la traîtrise qui se transmet de génération en génération. C'est ça la Côte d'Ivoire de M. Ouattara, c'est ça le Bénin de M. Talon, c'est ce que fait Tinubu au Nigeria. Ils ne sont pas les seuls, c'est ça. Tous ces millions d'Africains qui sont des partenaires, conscients et volontaires de l'entreprise occidentale de liquidation, n'est-ce pas, de l'Afrique, mais surtout des Africains. Donc, c'est ça, le général Tchani, quand il pointe ces pays-là, c'est ça qui est derrière sa démarche. C'est-à-dire qu'il faut toujours tout faire pour les marginaliser. Il faut faire à ce que le rapport de force entre les traîtres africains, n'est-ce pas, et les patriotes africains soit en faveur des patriotes africains. Et ça, c'est une équation géopolitique, c'est une équation politique profonde. Ça demande un génie politique à mettre en œuvre dans chaque pays, et particulièrement dans les États de l'AES, qui doivent faire avec une partie de l'opinion publique acquis à la cause de l'Occident. C'est très important. Donc ça demande un génie politique qu'il faut manager. Et ça aussi, c'est la nouveauté de la nouvelle ère géopolitique. Parce que cette invention de la politique est le rôle historique des États de l'AES, mais c'est le rôle historique du panafricanisme et des panafricanistes. Et en inventant donc, n'est-ce pas, en inventant de nouveaux schémas politiques, on change le monde. On change le monde. N'oubliez pas que le général a convoqué la dimension civilisationnelle, la dimension culturelle de la bataille qui est menée. Il a expliqué que on ne comprend pas. Nos bourreaux, c'est-à-dire les États, les États terroristes, on ne les comprend pas si on n'intègre pas que pour eux, c'est une question civilisationnelle, c'est une question même culturelle, c'est une question économique, etc. Il a bien signifié ça. Il faut bien comprendre. Dynamique de suivi pour les pays impérialistes. Leur suivi est en jeu. Deuxièmement, il y a tout un imaginaire qui a été construit. C'est la question des valeurs qui a été construite, n'est-ce pas, qui permet de manipuler nos populations et d'exercer un contrôle mental puissant sur nos populations. Ce qui permet aussi d'entretenir, comme je l'ai dit, la lignée généalogique ininterrompue de la trahison. Donc, on ne s'en sortira pas si on ne mène pas aussi ces batailles-là.
qui sont des batailles géopolitiques aussi, avant d'être des batailles militaires, avant d'être une bataille économique. Très important, c'est la bataille de l'imaginaire, la conquête des imaginaires. Voilà. Monsieur le Président, sortons du volet africain et entrons dans le cadre des puissances globales. Le président Abdourahmane Tchani, parmi les puissances prédatrices qu'il a citées, il a cité le pouvoir américain. Mais, Sortant. justement, j'allais arriver, il a fait une distinction entre l'actuelle administration dirigée par le président Donald Trump et le pouvoir sortant américain. Monsieur le Président, jusque-là, nous pensions que les présidents américains n'étaient que les continuateurs d'une hyper-administration bureaucrate et dont les différences se résorbaient, tout au moins, à des approches. Monsieur le Président, quelle est la symbolique géopolitique est-ce que nous ne sommes pas là dans un arcane géopolitique? Non, c'est un arcane. C'est un arcane très, très, très profond que le général Tchani a essayé de gérer dans son intervention, quand il fait la distinction, la nuance entre le pouvoir sortant aux États-Unis et le nouveau pouvoir. Bon, je suis très à l'aise quand vous me posez cette question parce que je n'ai pas cessé depuis quelques années, d'attirer l'attention des Africains sur justement cet arcane nouveau de la géopolitique mondiale, qui est une clé pour décoder les secrets de la nouvelle géopolitique mondiale telle qu'elle a été dessinée. L'arrivée de notre au pouvoir, quoi qu'on dise, il y en a qui considèrent que lui-même fait partie de l'État profond. Il y a des discours consacrent enfin un éclatement du monde tel qu'il a été dessiné par Yalta. Tout à l'heure, là, c'est au début de son propos. C'est-à-dire, le mur de Berlin avait consacré une étape vers la fin du monde dessiné par Yalta. Mais cette étape-là avait débouché sur l'hyper-américain, l'hyper-puissance américaine, qui elle-même se confondait avec la mondialisation et la globalisation. Mais même ça aussi, ça a été dépassé. C'était dépassé lorsqu'on a arrivé à affronter ce qu'on appelle la nouvelle économie. L'économie de l'information. À travers ce qu'on appelait les autoroutes de la communication. Les autoroutes de l'information. Mais cette autoroute de l'information consacrait en elle-même une nouvelle frontière de la géopolitique mondiale. La frontière numérique. La frontière numérique. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne parle pas de géopolitique mondiale si on ne parle pas de la sphère numérique. Cette sphère numérique était dominée par les Occidentaux, les Américains, les Anglais, parlons comme ça les Anglais, dans une certaine mesure, les Européens. Donc il y avait la sphère numérique était l'apanage de ces pays-là. Mais aujourd'hui, les forces qui étaient cachées justement par ce qu'on appelle la façade numérique de la globalisation ont commencé à se présenter en plein jour devant nous. Ce sont les puissances financières. C'est Davos, etc. Mais Davos est la face cachée d'un iceberg. Mais en fait, c'est un hyper-État qui a émergé. C'est un hyper-État qui, lui, utilise les leviers qui n'ont rien à voir avec ce que nous savons des États de manière classique. C'est-à-dire, veut dire quoi? Le nouvel hyper-État qui a déclassé l'hyper-puissance américaine, je répète, bien qu'elle soit toujours confondue avec elle, mais elle l'a déclassé. C'est un État qui a pour territoire physique cyberspace. C'est-à-dire le monde entier. Oui, cyberspace, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du monde entier. Puisque l'objectif, c'est de soumettre le monde physique réel à la cyberspace, qui est sous leur contrôle absolu. C'est-à-dire que désormais, la vie est digitalisée. Là où hier, la vie dans le cadre des États-nations était une vie terrestre concrète.
Donc aujourd'hui, il y a l'émergence de la vie virtuelle, mais qui est sous le contrôle de cet super État, hyper État qui existe. Davos est son symbole. Mais cet État-là, je vous dis, son territoire est un territoire numérique, mais qui contrôle le territoire physique. C'est ça le problème. Cet État contrôle l'argent, tous les moyens de circulation de l'argent, désormais dématérialisés. Cet État contrôle hyper-État, est maître de tous les processus technologiques du monde entier. Et est le propriétaire et le patron de quelques entités, le Vatican, Rome, la City de Londres, etc., les paradis fiscaux, mais aussi est le maître d'un processus historique qu'on n'a pas vu se mettre en œuvre à la faveur de la chute du mur de Berlin, l'émergence d'entreprises militaires privées, capables de défier les États. Et c'est un processus qui a beaucoup marché aux États-Unis, où après le mur de Berlin, le système militaire américain était totalement restitué sous la fureur de ces forces-là qui ont réussi à imposer l'avènement des structures militaires privées. Vous avez aujourd'hui des structures militaires privées qui sont de loin supérieures aux États. C'est-à-dire, vous les commandez une opération, ils vous renversent un État en quelques mois. Hein. C'est un fait qui passe comme ça devant nous. Je ne parle pas du contrôle des activités criminelles, la drogue, le trafic d'enfants, le trafic des organes essentiels, etc. Cet état profond, comme on l'appelle là, cet état profond, je peux parler d'hyper-état, est capable de mettre des millions de gens dans la rue. Quand elle veut. Cet état manipule les élections dans les pays soi-disant démocratiques à travers les instituts de sondage, totalement sous son contrôle. Ce super état a pris le contrôle de tous les médias dans le monde. Les médias dans le monde. Et les médias classiques. Donc, ça dit que nous parlons, je ne parle pas des instruments de la guerre néo-malthusienne. La guerre néo-malthusienne, c'est-à-dire que créer des pandémies, le tremblement de terre. Maintenant, il s'attaque au soleil. Big a dit qu'il faut qu'on aille, on doit monter au soleil là pour maîtriser le soleil. Big l'a dit. Donc, ils ont réussi à imposer à l'humanité une nouvelle religion supérieure aux anciennes religions. Le changement climatique. Tout le monde informé, ceux qui sont informés savent que c'est une grosse arnaque. Mais ils ont réussi désormais à faire de l'écologie une variable de régulation et d'ajustement des activités mondiales. Activités mondiales. Donc vous voyez très bien, tout ce que je viens de vous dire là, je ne parle pas des fonds de pension, d'entreprises transnationales, BlackRock, Vanguard, etc. Donc, c'est un hyper-empire qui a décidé de dominer les États. Alors, cette situation a créé une nouvelle donne extraordinaire où les puissances que nous avons connues classiquement, les États puissants, que nous appelons des puissances, elles-mêmes deviennent impuissantes. L'Amérique, Donald Trump se plaint qu'il n'a pas de souveraineté. Il faut que l'Amérique retrouve sa souveraineté. Et dans sa logique, il veut définir un nouvel centre de gravité de l'Occident, du point de vue des Américains, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. C'est son rapport à l'Union européenne, c'est son rapport à l'OTAN. Il vous dit désormais, c'est Canada, c'est le Groenland, etc. Il est en train de définir un nouvel axe atlantique qui n'a rien à voir avec ce que nous avons connu. La Russie dit, j'ai des problèmes.
l'OTAN a beaucoup avancé vers l'Est. Ma sécurité est menacée. Pour que je la sauvegarde, je crée un Sud global. Je suis l'acteur majeur, un des acteurs majeurs d'un Sud global qui réunit des États au-delà de mes frontières naturelles, au-delà de ma frontière classique. Etc. Donc, pour prendre seulement ce cas-là. D'un autre côté, l'Union européenne qui est déchirée entre les revendications de souveraineté des États-nations européennes et la nécessité de sauver une bureaucratie qui est même manipulée par les puissances financières tapées dans l'ombre. Je pense au Rothschild, par exemple. Donc, vous voyez, ce sont des dynamiques. Je ne veux pas laisser de côté les organisations internationales. Vous avez regardé l'OMS, qui, lui, est un des visages matériels de ce projet de supra-État. Mais l'OMS est manipulé par qui? Les nations sont membres, mais à cause de la fenêtre ouverte sur les financements privés, quelques milliardaires comme Bill Gates, travaillant pour l'État profond, ont pris le contrôle de l'OMS. Et derrière, il y a la volonté de tuer la souveraineté des États sous le prétexte de protéger notre santé. La dernière assemblée générale qui a eu à l'OMS a encore vu cette bataille-là. Et on a vu la puissance de ce projet supra-étatique. L'ONU, qui connaît l'état-agi, mais qui de même peut changer, dans le sens de l'avènement du super-État, de l'État mondial, le rêve des mondialistes. À l'ONU, on peut prendre plusieurs organisations, la Banque mondiale, etc. Donc, ce supra-État peut sanctionner une puissance. C'est le paquet de sanctions que la Russie a subi. Vous pouvez parler que de ça. Donc, si on peut sanctionner une puissance, ça pose des questions de la puissance, l'existence de la puissance aujourd'hui. On est dans une donne géopolitique extraordinaire, où la puissance a affaire avec une hyperpuissance qui elle-même ne peut exister qu'en détruisant les États-nations et les puissances classiques issues des États-nations. Alors, mais en même temps que cet hyper-État a ce projet, lui aussi il est menacé par la possible réaction, n'est-ce pas, des États-nations et des puissances qui n'acceptent pas de mourir. Donc on est dans une zone géopolitique extraordinaire qui n'est pas classique. C'est dans cette zone-là que l'Afrique est en train d'émerger, que l'Afrique doit faire avec. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la nuance que le général Tchiani introduit dans cette analyse en intégrant le fait que la puissance américaine, les États-Unis, est travaillée dans une dialectique violente, radicale, existentielle, à savoir cette opposition qui est entre une Amérique souverainiste, parlons comme ça, et une Amérique mondialiste, incarnée d'un côté par Donald Trump et son mouvement MAGA, et l'autre Amérique incarnée par les démocrates et tout ce qui va avec. Donc c'est ça le problème. Alors, donc c'est un monde, c'est un monde ouvert, c'est une géopolitique mondiale ouverte, mais qui en même temps a des perspectives sombres, extrêmement périlleuses, telles que l'indiquent des épicentres classiques, le Moyen-Orient, la question d'Israël, c'est comme la question d'Israël, les tensions en Asie de l'Est, ou bien en Asie, c'est la question de Taïwan, pour ne parler que de ça, c'est la question des deux Corées, encore qui est là. Donc, il y a des épicentres classiques. Vous allez toujours en Asie là-bas, la question en Asie centrale, la question de l'Afghanistan qui n'est pas réglée. Quoi qu'on en pense, c'est pas réglé. Vous avez les tensions historiques qui opposent le Pakistan et l'Inde. Donc, il y a des épicentres classiques comme ça, qui, si elles sont réactivées de manière classique, peuvent conduire le monde, n'est-ce pas, à des comment dire ça, à des tensions destructrices. Ouais, ça. Donc, l'Afrique, n'est-ce pas, l'Afrique elle-même dans cette géopolitique mondiale, elle-même affronte cette donne-là en étant elle-même divisée, n'est-ce pas, d'abord, par la division historique liée à la conférence de Berlin,
Mais la manière dont ces divisions-là se sont structurées pour arriver aujourd'hui à un type de division qui oppose une Afrique subsaharienne et une Afrique maghrébine, pour ne parler que de ça, sans oublier les contradictions même qui sont internes à l'Afrique subsaharienne. C'est un schéma géopolitique classique. C'est un tableau géopolitique extrêmement bigarré, extrêmement complexe, qu'il faut aborder avec beaucoup de perspicacité. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va aborder une avant-dernière question. Et là, il s'agit ici du comportement de certains partenaires que le général Tiani a pris le temps de citer. Ici, nous parlons de la République populaire de Chine, dont le général traite d'avoir des attitudes et des pratiques qui sont reprochables, bien qu'il ne le traite pas comme un État néocolonialiste, mais dit que dans la lancée de ces nouvelles orientations, il peut y avoir une antinomie entre cette coopération de la Chine et les intérêts des pays de l'AES. Donc, Monsieur le Président, je veux savoir, est-ce que s'il y a une reconfiguration entre les puissances, donc la Russie, les États-Unis et la Chine, actuellement, l'Afrique ne serait pas un agneau sacrificiel? Et comment faire pour tirer l'épingle du jeu? Oui et non. Tout à l'heure, je vous ai dessiné le tableau très complexe de la politique, de la géopolitique mondiale. Ce tableau-là, vous ne le maîtriserez que si vous avez une lecture globale. Mais aujourd'hui même, la géopolitique mondiale est en train de déboucher sur une méta-géopolitique. C'est-à-dire que c'est une perspective cosmique qui permet de pouvoir rassembler ces différentes pièces du puzzle géopolitique mondial et dégager du sens. Je veux dire que les lectures classiques qui sont basées sur la simple territorialité classique, les lectures qui s'enferment dans des blocs fustiles continentaux, etc., ne sont pas en mesure de prendre en charge cette dynamique. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le général Tiani, dès le départ, s'est situé dans une lecture globale. Dans le cadre d'une telle lecture, on noue des alliances. L'Est peut s'allier avec un partenaire global comme la Russie. Ça permet à l'alliance de régler la question de sa frontière globale, de régler la question de la globalité. Ça ne suffit pas. C'est bien pour la Chine et ça ne suffit pas. Parce que voilà un problème qui s'oppose. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'il y a un Sud global. Ben, il y a l'Afrique. Il y a l'Afrique. C'est-à-dire que le Sud global, c'est une chose. L'Afrique se retrouve avec la Chine, la Russie, tous ces pays-là. Mais quand on parle du Sud, c'est maintenant l'Afrique, la Chine. C'est l'Afrique, la Russie. On vous regarde. Donc, il peut arriver qu'il y ait des événements comme ça. Donc, la Chine a une démarche géopolitique et stratégique qui, au moment donné, peut poser problème. Parce que si elle considère que tout se limite aux partenariats économiques, à un moment donné, ça peut poser le tout problème que ça a posé là. Parce que c'est bien beau le dire sur le global, mais est-ce que le rapport, est-ce que dans le Sud, là, le Sud global, là, tous les pays se valent, même si le principe, c'est ça, dit que le principe pour unir les gens, c'est un principe d'égalité. Mais définissez le principe, vous mettez un loup, un poussin, le principe de valeur égale, le loup va manger le poussin. Donc, est-ce qu'une puissance globale comme la Chine peut être en égalité avec un pays comme le Niger, même si on proclame l'égalité et le respect qu'on a pour la souveraineté des nations? Donc, il y a ça. Je pense que l'épisode avec la Chine, l'épisode qui oppose le Niger et la Chine, est une illustration de cette situation-là. Ben, je pense que ça va se régler, c'est en train de se régler. Mais le problème, il est là. Il est là. Donc, il faut bien comprendre. Vraiment, la géopolitique mondiale s'est terriblement complexifiée. Avec tous les acteurs que j'ai dégagés là, leurs intérêts, leurs interactions. Alors, la 4e révolution industrielle, c'est qui? C'est pas le fait même d'un État, c'est le fait de cet État profond, ce super État mondial là, c'est lui qui a première ligne dans la 4e révolution, c'est essentiellement l'intelligence artificielle. Avec tous les enjeux qu'il a encore, qui va venir chambouler complètement, qui est une façon pour ce super État de prendre le contrôle, de vouloir contrôler le monde. Mais ici en face, certaines puissances globales peuvent réagir. Parce qu'elles aussi, elles ont de la matière, elles ont
de répondants en matière de technologie, en matière de capacité à mener le combat de l'intelligence artificielle. Qu'en est-il de l'Afrique? Quel sera l'avenir du Sud global? Vous voyez que, donc c'est important. Il faut gérer tous ces partenariats, mais il ne faut pas perdre de vue la spécificité de l'Afrique. Voilà. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure d'un concept. Vous avez parlé de la méta-géopolitique. Monsieur le Président, on dirait que vous avez lu dans nos questions. Et nous révélons là ce que le président Tchani a dit dans son interview. Dans son interview, il a dit, je cite, « Nous avons juré devant Allah, c'est-à-dire Dieu, pour les chrétiens, de ne jamais trahir nos populations. » Il dit encore, il poursuit en disant une nouvelle fois, « Nous avons juré pour dire qu'entre nous et notre peuple, Allah est le témoin et celui qui trahira l'autre, Allah lui rendra justice. » Monsieur le Président, au-delà d'un mouvement révolutionnaire de masse, est-ce que nous ne sommes pas là d'un mouvement profondément conduit par Dieu lui-même? Oui, bon, c'est ça la méta géopolitique, c'est ça. On peut l'analyser du point de vue de la religion. On peut l'analyser que les forces patriotiques d'un pays puisent dans le répertoire profond du pays en matière de religion, en matière de spiritualité. Et là, c'est une porte d'entrée dans la méta-géopolitique. C'est ce que j'appelle l'horizon cosmique. Ouais, je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça, c'est une manière d'aborder la géopolitique aujourd'hui. C'est clair. Parce que je vous ai dit, les références classiques ne sont plus opérationnelles. C'est totalement bouleversé, les schémas sont complètement bouleversés. Donc, on peut entrer dans cette méta-géopolitique par la variable religieuse ou bien spirituelle, ou même culturelle, ce que le général Tchani a appelé les États, la dimension civilisationnelle, et que les mondialistes appellent les États civilisationnels, les États civilisations. On peut aussi entrer là-dedans par la voie historique, c'est-à-dire la voie historique qui permet par l'analyse historique qui nous a conduit à cette nouvelle donne-là, par l'analyse des forces en présence, de produire de nouvelles références. Mais ces références-là, pour être opérationnelles, sont obligées de se projeter dans un au-delà qui va prendre en charge la question de la cyberspace, des nouvelles frontières numériques, n'est-ce pas, dans leur rapport avec les frontières territoriales. Donc, vous avez une vieille géographie physique qui a longtemps servi de base à la géopolitique classique. Mais aujourd'hui, cette géographie est en choc, est dans un choc violent avec la géographie virtuelle de l'humanité, qui, justement parce qu'elle est virtuelle, n'a plus de limites. Donc, l'analyse historique permet, n'est-ce pas, de générer de nouvelles références, de nouveaux paradigmes en matière de géopolitique qui nécessairement n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. La nation aujourd'hui, pour exister, a besoin de maîtriser sa frontière globale. Or, c'est pas une frontière globale. C'est une frontière c'est une frontière qui croise la frontière physique telle qu'on l'a connue historiquement et justement la frontière numérique. Et je veux dire qu'en fait, la question de la frontière désormais, c'est là. C'est l'horizon où la frontière physique existe, mais où la frontière est physique, mais désormais elle aussi est spirituelle. C'est ce que je veux dire. La frontière est physique, désormais elle est spirituelle. Et si elle est spirituelle, elle est illimitée. C'est là où la puissance globale opère. Parce qu'une puissance globale, c'est une puissance qui maîtrise ses frontières physiques, mais qui désormais est capable de se projeter de manière illimitée dans le cadre d'une frontière spirituelle. C'est ça qui est immatériel, si vous voulez. C'est ça qui désormais est le champ comment dire ça, où la frontière physique rencontre l'informatique, le numérique et le cyberspace. La guerre aujourd'hui, la guerre informatique, ce n'est plus une vue de l'esprit aujourd'hui. La guerre informatique est une réalité. La cyberguerre est une réalité aujourd'hui. Désormais, on y est dedans depuis un bon bout de temps. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, quand le général Tchani convoque justement Allah, il est dans cette logique. Ce n'est pas en tant que pasteur ou bien imam qui le fait. C'est le stratège qui parle. Parce que là, il intègre un horizon qui dépasse l'horizon physique, qui dépasse l'horizon géographique, qui dépasse l'horizon militaire classique.
On fait appel à des forces, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec les forces classiques. C'est l'avenir de la géopolitique. C'est la nouvelle ère de la géopolitique. Et notre rôle, ça a été de préparer les Africains à entrer dans ce monde-là. En ce monde-là et de comprendre toutes ses significations. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il n'y a pas de géopolitique sans géospiritualité. C'était déjà l'annonce de cette nouvelle ère géopolitique que nous avons perçue il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en quelques mots, pour vous, quelles sont les perspectives pour l'Afrique nouvelle? En quelques mots. Elles sont très heureuses. Leur reste pour l'instant cristallise ces perspectives-là. Mais on est là dans... C'est une situation provisoire. Vous avez parlé en début d'année d'une accélération des processus panafricanistes. C'est ce qu'on voit là. On est là devant une contre-asymétrie géopolitique que le général Tchani a incarnée dans son interview. La contre-asymétrie, c'est quoi? C'est retourner les armes asymétriques de l'Occident, contre le bourreau. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais c'est un moment. L'avenir, c'est de construire le panafricanisme, c'est de libérer l'Afrique, c'est de faire de l'Afrique un continent qui se défend, qui se projette dans le monde et qui prend en charge la question de l'espèce humaine, puisqu'on est quand même là. On est quand même le continent qui a vu naître l'humanité. Donc, c'est ça l'Afrique. Ce sont des perspectives extraordinaires. Il y a de quoi occuper toute une génération. Il y a de quoi occuper cette jeunesse africaine qui est jeune, mais avec des perspectives réduites. Mais cette vision de la géopolitique, cette vision panafricaniste de la géopolitique ouvre des perspectives extraordinaires à la jeunesse africaine. Il y a des choses à conquérir. Il y a un monde nouveau qu'il faut conquérir. Il y a tout un monde à transformer. Il y a un avenir à inventer. Et c'est illimité. Cette nouvelle frontière de la géopolitique mondiale est un avantage pour l'Afrique parce que nous sommes mieux équipés par l'histoire, même par notre jeunesse démographique, par le fait que nous avons des défis, nous avons des revanches à prendre sur l'histoire, nous sommes mieux équipés à l'aborder. Face à des puissances vieillissantes, face à des civilisations vieillissantes qui ont renoncé à la primauté de l'être humain pour désormais favoriser le transhumain. Et c'est un robot. Voilà. Merci, Monsieur le Président. En quelques mots, nous allons donner quelques déclarations choc que vous avez données. Dès le départ, vous avez commencé par rappeler les prédécesseurs dans cette forme de diplomatie. Vous avez rappelé Kadhafi, Choguel Maïga, Abdoulaye Maïga, toujours dans leur discours à l'ONU. Monsieur le Président, par la suite, vous avez donné les différentes casquettes du président, du général Tchani. Vous avez donné la casquette de président, vous avez donné la casquette d'homme d'État, vous avez donné la casquette de combattant, vous avez donné la casquette de militant anticolonialiste et vous avez donné la casquette de stratège. Par la suite, vous avez donné la mission historique du panafricanisme qui était l'avènement de la nouvelle ère géopolitique. Et enfin, Monsieur le Président, vous avez dit que la nouvelle géopolitique débouchera sur la méta-géopolitique. Merci, Monsieur le Président. Nous étions là pour une tectonique géopolitique, 2e édition. À très bientôt. À très bientôt.